Échouer une aventure entrepreneuriale, typiquement, c'est pas forcément le symbole d'un manque de compétences personnelles. C'est vrai que c'est beaucoup moins dur aujourd'hui que ça n'était dans les premières années. Quand on passe derrière le décor, la réalité, c'est que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de difficultés aussi qu'on rencontre, quelle que soit effectivement la croissance qu'on peut vivre. Bonjour Alexandre. Bonjour Nelly. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bon, est-ce que tu as ton ticket? J'ai mon ticket. Allez, je t'embarque Ouais, dans le wagon, je t'en prie, fais attention. Est-ce que tu aimes les roller coasters? Les vrais. Écoute, les vrais, je suis pas le plus grand fan, mais comme j'ai 3 garçons, j'ai dû m'habituer à en faire quelques-uns avec eux, effectivement. Donc tu suis un peu la mouvance. Ouais, c'est ça, j'en fais quelques-uns au début pour eux, mais effectivement, c'est quelque chose que je vis déjà pas mal au quotidien de boulot. Donc si je peux éviter en dehors du boulot, c'est pas mal. Donc on va en parler justement, ton dessin, une ligne très roller coaster, des loopings, des montées, des descentes, on va en parler. Quand tu as fait ce dessin-là, comment tu t'es senti? Bon, d'abord, je suis désolé parce que je ne suis pas un grand artiste, donc c'est vrai que j'ai toujours un peu gêné de faire des dessins en tant que tels, mais c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de hauts et de bas quand je prends un peu de recul sur les différentes expériences que j'ai pu mener. Donc voilà, ravi d'en parler parce que c'est vrai que la vie d'entrepreneur, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille, loin de là au contraire. Alors est-ce que tu es prêt? On s'installe, on démarre. Donc Alexandre, tu commences ta vie avec une petite montée vers la bulle Internet. Oui, effectivement, moi je suis de formation ingénieur à la base. J'ai commencé ma carrière de façon assez traditionnelle dans le conseil. Et puis la première vague Internet est arrivée en 99 et je m'étais dit à l'époque, écoute, c'est quand même une occasion rêvée d'entreprendre. Je ne suis pas une famille entrepreneur, je n'ai jamais eu cette vocation-là a priori, mais j'ai envie de faire lancer des vrais projets. Et je me lance avec quelques copains, effectivement, Arnaud, Solange, Olivier, pour lancer une start-up qui était un site communautaire pour étudiants. Ok. Donc voilà, je dirais que c'était un peu Facebook avant l'heure, si j'étais malhonnête. Voilà. Et puis, pas tout à fait le même succès, évidemment, parce qu'à l'époque, grosse croissance, on embauche du monde. J'ai fait des levées de fonds auprès de Business Angel, auprès de fonds de Venture Capital. Donc c'était effectivement une période assez euphorique en fait, pour les gens qui ont vécu cette période-là. Et puis, malheureusement, effectivement, 2001, fin des années 2000, le marché se retourne violemment. Plus de capacité à lever les fonds. Et puis une société qui n'était pas du tout rentable, mais volontairement. Moi, je suis encore d'un conseil d'administration où j'avais dit, tiens, j'aimerais bien embaucher un directeur commercial pour commencer à faire des ventes. Et puis je me souviens des gens du board à l'époque qui me disaient, mais non, Alexandre, tu perds ton focus, l'important c'est la croissance. Donc on a lancé l'Espagne, on a lancé les Pays-Bas à l'époque, on dépense à fond. Et 3 mois plus tard, boîte pas rentable, et puis je me fais engueuler en board en disant, mais attends, la rentabilité, ça y est pas du tout, on est en train de bouffer les fonds propres, qu'est-ce que tu fais quoi? Je dis, mais attendez... Il y a 3 mois, on s'était dit pas directeur commercial, croissance à mort, et puis là maintenant, on se retrouve à devoir restructurer la boîte en catastrophe. Et comment tu réagis à ça justement, à ce changement de paradigme? Alors, je l'ai très mal vécu. C'était une expérience assez éprouvante parce qu'on a dû retrouver un repreneur. Alors la boîte, heureusement, a été reprise. Effectivement, mais avant de reprendre la boîte, le repreneur m'a dit, écoutez, faut que tu te sépares de 80% du personnel. Ah. Et donc, je me souviens encore aujourd'hui très bien, grande annonce devant tout le monde pour dire le projet pour lequel les gens m'avaient suivi, pour les gens effectivement, pour lesquels on s'était investi, ne développera pas comme prévu. Et voilà, malheureusement, l'aventure s'arrête pour 80% des gens qui étaient dans la salle. Et j'ai tellement pleuré ce jour-là que même des gens à qui je venais de dire qu'ils perdaient leur job à cause de moi venaient me consoler en disant, écoute Alex, c'est pas grave, on va s'en sortir, quoi. Mais c'est que c'est une épreuve qui m'a beaucoup marqué, surtout dans la mesure où j'avais une forme de responsabilité vis-à-vis des gens qui m'avaient fait confiance et qui voulaient me suivre. Et là, tu es parti dans une procédure de reprise de société. Donc, est-ce que tu as connu tout le process en amont des avocats, du process juridique? Oui, alors il n'y a pas eu de dépôt de bilan en tant que tel. Donc, la société a été vendue. Effectivement, donc ça a été fait de façon assez propre sur le plan juridique, donc je n'ai pas vécu certaines procédures collectives ou choses beaucoup plus complexes. Donc ça a été fait de façon entre guillemets propre et plutôt simple, mais en tout cas moralement, ça a été une vraie épreuve. Ouais, donc là, c'est la découverte de l'autre côté de l'entrepreneuriat. Exactement.
Exactement, avec du coup une grosse chute effectivement, en disant effectivement voilà, l'entrepreneuriat, ça paraît très glamour sur le papier. Quand on vit des moments difficiles, on les vit vraiment à 200%, pas que pour soi-même effectivement, mais également pour les gens qui suivent l'aventure. Et on n'est jamais assez près finalement. Quand ça t'est arrivé, est-ce qu'il y a un moment donné où tu avais quand même l'espoir de continuer l'aventure, où tu t'es dit non, c'est bon, au bout d'un moment, je rends les clés Il fallait être lucide que clairement la société que j'avais montée à l'époque n'était pas rentable, n'avait pas non plus de business model avec le recul qui était fondamentalement rentable et qu'il n'y ait pas d'autre issue que trouver une reprise ou d'arrêter l'aventure. Et donc on a pu limiter la casse pour que la société soit reprise. Et elle a continué à exister d'ailleurs ensuite pendant 10 ans effectivement au sein d'un groupe plus large et c'est très bien. Mais il y avait ce devoir de lucidité aussi que m'imposait le contexte. Donc là, c'est ta première chute. Oui. La première start-up Bradé. Bradé, c'est exactement ça. Donc voilà, une expérience. Exactement, assez éprouvante. Et puis là, j'ai besoin vraiment de me ressourcer. Donc je suis parti aux US, où j'ai repris des études commerciales pendant 2 ans. Donc vraie oxygénation, on découvre un environnement qui est très différent, où d'ailleurs, et c'est assez intéressant, ce n'est pas qu'un mythe, le fait de se dire que tu as monté une boîte et que tu l'as plantée, finalement c'est très bien, c'est pas du tout quelque chose qui est négatif, bien au contraire. Dans quel pays on parle là ? États-Unis. Oui, voilà. États-Unis, côte Est. Parce qu'on est d'accord que sur le contexte français, on n'est pas sur les mêmes... l'appréciation de l'échec est plus difficile quand même. Paraît-il. Je pense que c'était très vrai à l'époque. Je pense que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Je pense que les gens, et tant mieux d'ailleurs, réalisent bien que le fait d'échouer, échouer une aventure entrepreneuriale typiquement, c'est pas forcément le symbole d'un manque de compétences personnelles. Et d'ailleurs, je trouve que j'étais beaucoup plus mûr pour monter ma deuxième boîte beaucoup d'années plus tard, grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de cette première aventure qui a été un échec. Donc je pense finalement, on s'arme plus. On s'arme beaucoup plus, oui. Donc les États-Unis, on a des vagues qui remontent. Très bien. Et après, en partant des États-Unis, je voulais revenir en France. Et puis, j'ai choisi de reprendre un monde corporate, classique. Donc salarié. Salarié d'un groupe industriel qui s'appelle le groupe Zodiac. Effectivement, donc, et je l'ai marqué, c'est avant tout des rencontres. J'ai rencontré beaucoup de gens à l'époque pour me dire tiens, est-ce que je veux partir dans la finance ? Est-ce que je veux repartir dans le conseil ? Et puis moi, j'ai rencontré un monsieur qui aujourd'hui est décédé, qui s'appelle Jean-Louis Girondeau, patron d'un grand groupe industriel qui s'appelle le groupe Zodiac, et qui m'a dit écoute, si tu veux faire l'opérationnel, tu viens chez moi et puis tu fais un peu tes dents pendant quelques années, et puis je te filerai les clés d'une petite BU pour que tu puisses gérer ton propre PNL, ta propre aventure en autonomie. Écoute, ça m'a plu, effectivement, donc j'ai rejoint ce groupe-là et puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir assez vite une petite business unit à gérer avec un PNL, des équipes de vente, des équipes de R&D, etc. Donc il y avait moins la phase peut-être d'excitation de la start-up, mais plus c'était plus concret, quoi, peut-être. Oui, c'était concret. Je dirais que on a souvent le mythe de la personne qui est née entrepreneur, qui est dans un garage, etc. Je pense que les parcours peuvent être très variés. Moi, je n'avais pas une formation qui me destinait à devenir entrepreneur. J'ai suivi un parcours dans un monde corporate, effectivement, où j'étais aussi très heureux. Il y a des choses qu'on peut très très bien faire dans le monde corporate aussi, dans un groupe qui laissait beaucoup d'autonomie aux collaborateurs. Ça, c'était important pour moi aussi, d'avoir des projets à gérer et avec une ambiance qui était très saine aussi. Donc on peut aussi faire des très belles choses sans être pour autant entrepreneur au sens strict et littéral du terme. Donc très content dans cet environnement-là. Et puis le hasard a fait que j'étais chassé, effectivement, par un de mes anciens patrons, qui s'appelle Philippe Salle, qui m'appelle pour me dire écoute Alexandre, voilà, on est bossé ensemble dans ma première expérience en tant que consultant. Lui était devenu entre-temps patron d'un grand groupe de travail temporaire qui s'appelait Védior Bis à l'époque. Petit groupe. Petit groupe, enfin très grand groupe même. Donc c'est un groupe d'intérim qui maintenant depuis a été racheté par le groupe Randstad. Et il m'appelle, c'était quand ? C'était fin 2006. Pour me dire, voilà, écoute Alexandre, voilà, je restructure mon équipe de direction, j'aimerais bien faire appel à un peu de sang neuf dans les équipes, des gens qui ont à la fois une tête bien faite, mais avec un vrai goût opérationnel. J'ai vu ce que tu as commencé à faire chez Zodiac, où tu as géré des équipes, tu as fait des trucs bien. Est-ce que ça te plairait de venir me rejoindre ? Et là, alors ma première réaction a été extrêmement négative.
Voilà, parce que, je lui dis, hein, assez dans ces termes, hein, écoute Philippe, je t'adore et j'adorerais bosser pour toi, mais franchement, le travail temporaire, l'intérim, qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans, quoi? Parce que j'avais vraiment une image finalement assez négative du métier, parce que je pense que d'ailleurs encore aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent que l'intérim c'est synonyme de précarité, de mercenariat aussi pour certains. Bon, pas des images très positives finalement, hein. Et c'est un peu l'image que j'avais à l'époque en tant qu'industriel, en me disant finalement l'intérim c'est vraiment la variable d'ajustement effectivement qu'on peut avoir. Et il m'a dit, tu verras, écoute, va voir quoi son agence d'intérim, parce que c'est vrai que honnêtement je n'avais jamais foutu les pieds dans une agence de travail temporaire. Et va voir, tu verras, c'est un métier dans lequel les gens cherchent vraiment à trouver du boulot pour des gens. Et du coup, j'avais fait les 2-3 boulevards à Paris, effectivement, où plein d'agences d'intérim, les unes derrière les autres. Alors, je m'étais fait passer pour un ingénieur dessinateur CATIA. Parce que je me dis, si je tente de me faire passer pour un maçon, je pense que je ne serai pas très crédible. Je serais vite grillé. Et puis, j'ai vu des gens qui, sincèrement, effectivement, dit ah votre CV est intéressant, écoutez attendez je peux essayer de vous trouver du boulot et je me dis mais tiens en fait c'est un métier noble contrairement à l'image qu'on peut en avoir parce que les gens vraiment se démènent pour vous trouver du boulot. Et en même temps aussi j'ai fait le constat que c'était un métier qui était encore extrêmement archaïque parce que c'est encore l'agence qui a une vitrine extérieure près d'une gare sur une rue passante avec des petites affichettes pour dire tiens je cherche un grutier, un maçon, un peu comme des agences immobilières finalement. C'était un peu ça, et ça reste encore le cas d'ailleurs beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Dans beaucoup de villes en France, vous avez près de la gare, vous avez une petite agence d'intérim avec des petites affichettes. Et je me dis, tiens, c'est intéressant parce que c'est un métier intéressant, avec une grande dimension humaine, encore assez archaïque. Pourquoi ne pas sauter le pas? Et c'est comme ça que j'ai sauté le pas pour rejoindre VD Orbis à l'époque en tant que patron de la division industrielle du groupe. Donc, 300 agences en France, beau poste opérationnel. Donc là, on est un peu sur effectivement où on monte effectivement et c'est sympa et c'est intéressant. Et puis malheureusement effectivement dans ce grand groupe, on vit une fusion, groupe racheté par Randstad. Et puis les fusions dans les grands groupes, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Pour moi, ça se passait beaucoup moins bien. J'étais très malheureux et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne repartirais pas finalement dans une aventure entrepreneuriale? Mais ce coup-ci dans un secteur que je connais pas mal, qui est le travail temporaire, et en faisant un truc un peu différent des autres. Et c'est comme ça que finalement l'idée est née, effectivement, de lancer un réseau de travail temporaire un peu différent des autres. Et là aussi, une question de rencontre. J'en ai parlé à Philippe, effectivement, qui m'a présenté quelqu'un qui s'appelle Rémi Sultan. Et c'est comme ça que l'aventure Mr Temp s'est lancée en 2009, effectivement, au top de la crise. Donc tu retrouves tes amours du début, la création d'entreprise, mais dans un autre état d'esprit. Exactement, et aussi pour être d'une façon très différente de le faire aussi. Je pense que lorsque j'ai monté ma start-up en 99, on essayait de créer quelque chose qui était nouveau. Et je pense que je ne suis pas un grand créatif de dire tiens, c'est pas moi qui vais avoir l'idée géniale qui va sortir un truc qui n'existe pas sur le marché. Là, c'était beaucoup plus finalement, c'était une intuition qui était beaucoup plus ancrée dans la réalité de ce que j'avais vu. Moi, j'ai vu des gens d'intérim avec une affichette extérieure. Je me suis dit, bon, il y a quand même d'autres moyens d'aller capter des candidats que d'avoir une affichette sur une rue passante. Internet, la technologie, on peut capter des gens d'une façon un peu différente. Et finalement aussi, j'ai fait le constat également que c'était un métier où la dimension humaine, l'intuitu personné de la personne qui gère l'agence était extrêmement important. Oui, bien sûr. Lorsqu'on travaille effectivement au fin fond de la Vendée, c'est vrai que quelqu'un qui est vendéen, qui a l'énergie, finalement, c'est extrêmement important pour garantir le succès d'une agence d'intérim. Et finalement, c'est beaucoup plus important que la marque, le processus, ou même les outils d'ailleurs. Donc, c'est l'humain, quoi. C'est vraiment extrêmement important. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, partant de ce constat, c'est un peu une innovation en mode ingénieur, quelque part. Tu vois, je suis allé sur le terrain, je suis voir des trucs, et j'ai analysé, j'ai compris. Je me dis, tiens, il y a peut-être un truc un peu différent à faire dans un marché qui est effectivement énorme. Je ne sais pas si tu réalises, mais le travail temporaire, c'est chaque jour près de 700 à 800 000 personnes en France qui travaillent en contrat d'intérim. Oui, c'est énorme. Ce qui est gigantesque, effectivement. J'ai connu ça dans les premiers jobs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, font ça dans les premiers jobs en tant qu'étudiants, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est gigantesque et dans lequel il y a plein de choses à faire. Donc c'est comme ça que l'aventure s'est lancée, très modestement, et on a voulu faire ça un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens ont l'image des startups sur lesquelles on se lance, on lève des fonds. On cash burn. Etc. Et c'est vrai que
pour le coup, on a voulu à l'époque lancer une boîte qui était d'abord pas avec l'ambition de vendre une société. On voulait créer entre guillemets une vraie boîte. Dans le long terme. Sur le long terme, voilà, avec des grosses leçons d'humilité. D'abord parce que moi, je n'ai pas de fortune personnelle, donc on part, j'ai fait 2 ans Pôle emploi. D'ailleurs, je dis toujours à beaucoup de gens, Pôle emploi, maintenant France Travail, pour moi, c'est le premier business angel de France, puisque pas mal de personnes l'ignorent, mais lorsque effectivement, on est licencié d'un groupe, on a droit au Pôle emploi, on a le droit de lancer une société et de conserver l'indemnisation de la part de France Travail pendant la durée équivalente à celle dont on dispose normalement. Donc je trouve que c'est une fantastique opportunité pour les gens qui veulent se lancer, dire écoute, je peux me lancer et j'ai 18 mois, 12 mois pour pouvoir effectivement au moins tenter ma chance. Et puis après, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je peux retrouver un job entre guillemets classique en société. Donc je m'étais dit écoute, je vais me lancer. Alors c'est bizarre quand même, parce que la première fois où tu pointes à Pôle emploi, j'étais au nord de Paris, je me suis dit un peu mais qu'est-ce que je fous là quand même il y a toujours cette remise en question de se dire. Ça fait un peu bizarre quand même, mais c'est vrai qu'on a été obligé d'être rentable dès le premier jour, effectivement. Donc, et quelque part, on n'a jamais fait que réinvestir l'argent qu'on arrivait à gagner au contact des clients, effectivement, et des prestations qu'on réussissait à faire. C'est vrai que c'est on va dire, un état d'esprit qui se veut un peu plus conservateur, c'est-à-dire d'être sur la rentabilité directement. Sauf que c'est peut-être pas adapté à toutes les activités entrepreneuriales. Forcément, il y a des entreprises où tu ne peux pas faire sans lever de fonds. Quand tu peux, c'est l'idéal finalement. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, je ne prétends pas avoir la grande recette parce que je pense qu'il n'y a pas un seul chemin entrepreneuriat. Il y a évidemment des activités, je pense à tout ce qui tourne autour de l'IA par exemple, qui nécessite des levées de fonds phénoménales. Et c'est important effectivement qu'on puisse continuer à développer des boîtes comme ça qui sont capables d'avoir des gros investissements initiaux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres formes d'entrepreneuriat. Bien sûr. Alors maintenant, on appelle ça bootstrap, effectivement. C'est de pouvoir aussi, sur certains business models, pouvoir se lancer effectivement sans levée de fonds, ce qui oblige effectivement à construire des business models qui soient sains effectivement dès le début. On est plus sur du traditionnel finalement, tout comme les boulangeries, les restaurants, enfin tout. Exactement. On est plus dans le palpable presque. Dans le palpable, mais on peut le faire aussi dans le domaine de l'innovation. Exactement. On peut aussi innover, investir dans la technologie, mais tout en commençant à récupérer des clients en même temps, effectivement, et finalement faire grandir aussi l'approche technologique au fil de l'eau, effectivement, des expériences qu'on peut avoir au contact de vrais clients. Et je pense que c'est assez sain, en définitive. Et moins de pression de la part des fonds, du coup, parce qu'il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds. Voilà, donc tu es un peu plus libre de tes actions. Alors oui, ça offre une grande liberté. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que dans mon petit schéma roller coaster, on voit effectivement pas mal de hauts, bas, de spaghettis. Là, on est, oui, voilà. C'est pas pour autant que c'est une période de relax. Non. Parce que le fait de devoir être rentable, ça impose aussi un stress au niveau cash, une exigence extrêmement forte. La course à la trésorerie. La course à la trésorerie, effectivement, avec chaque euro compte. Et puis, non, et puis au début, forcément, on manque de moyens, donc effectivement, on doit un peu tout faire. Et donc, et je pense avec le recul, j'en discute souvent avec Rémi et Arnaud, je pense qu'il n'y a pas une semaine où on n'avait pas un truc majeur qui nous tombe effectivement au coin de la figure, qui peut vraiment remettre en cause la vie de la boîte. Ouais. Un client qui décide de ne pas payer, on l'a vécu, voilà, une ardoise énorme, et qu'est-ce qui se passe? Un collaborateur clé qui s'en va, on est attaqué parce que soi-disant on a piraté la marque de quelqu'un d'autre, attaqué en justice. Non mais il n'y a pas une semaine où il n'y avait pas un gros truc qui nous tombe dessus. Est-ce que c'est la vie de l'entrepreneur finalement de gérer des problèmes? Oui, non, mais je pense qu'il faut une forme de résilience aussi pour être capable de gérer des problèmes. Et d'ailleurs, c'est un grand luxe quand on arrive à commencer à recruter des gens qui arrivent à résoudre des problèmes, effectivement, pour le compte des autres. Et ça, je pense que c'est une étape importante. Mais c'est vrai que cette capacité aussi à dire, oui, entreprendre, c'est dur. C'est toujours dur. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les franchisés qui aujourd'hui se lancent avec le groupe Mr Temp, parce que pour l'avoir vécu aussi, c'est un chemin, c'est toujours difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Hier, j'étais avec un de mes franchisés, effectivement, dans le nord de la France, qui me disait il y a une collaboratrice, la clé, qui malheureusement s'est mise entre guillemets en foire maladie. Du coup, il ne peut pas compter sur elle. Et c'est compliqué à vivre, effectivement. Donc, voilà, il y a toujours des épisodes difficiles à vivre. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est lorsqu'on partage avec d'autres entrepreneurs le quotidien réel de la vie dans nos entreprises, on se rend compte qu'on vit tous les mêmes galères.
finalement. Exactement. Derrière les discours très sympas, on dit tous c'est très sympa, on a la croissance, et c'est vrai, mais quand on passe derrière le décor, la réalité c'est que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de difficultés aussi qu'on rencontre, quelle que soit effectivement la croissance qu'on peut vivre. Et c'est forcément aussi de s'adapter donc, à tous ces problèmes, de toujours être en position de trouver la solution, quoi. C'est le job de l'entrepreneur, c'est de trouver rapidement des solutions. Oui, je pense qu'il faut. Alors oui, il faut trouver des solutions, évidemment, parce qu'il faut être dans l'action. Voilà, je pense qu'il faut aussi être assez humble aussi, dire que c'est effectivement, évidemment, on se trompe. Évidemment, enfin, au cours de ma carrière, même dans la vie, on fait plein d'erreurs. Après, ce qui est important, c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître, effectivement, et capable de se corriger quand même assez vite, parce que sinon, on va dans le mur. Hein. Et je pense aussi, en tout cas, pour ma part, savoir s'entourer. Parce que je pense que d'ailleurs, dans mon petit dessin, j'ai mis pas mal de petites flèches, effectivement, de gens qui, à un moment donné ou à un autre, ont pu avoir, semer une petite graine, avoir un petit point d'inflexion pour dire attention là-dessus, là tu déconnes, tu devrais faire gaffe à ça, tente ceci, etc. Et c'est vrai que quelque part, je considère que mon job a beaucoup été d'être capable de digérer, effectivement, tous ces petits signaux qui viennent de l'extérieur, du terrain, des clients, de ce qu'on lit, des concurrents aussi, pour se dire finalement, avec ça, on limite le nombre de conneries qu'on peut faire. Et c'est plutôt que de dire qu'on ne fait pas d'erreurs, c'est plutôt limiter le nombre d'erreurs qu'on fait. Donc là, tu fais ton spaghetti dans tous les sens et ça redescend. Oui, ça redescend effectivement parce qu'on a... alors, il y a des gros bas, mais c'est vrai que... Alors déjà, dès qu'on a une boîte qui a du cash, qui est rentable et qui fait la croissance, déjà, il y a quand même un palier qui est quand même atteint et qui rend un peu plus serein au quotidien. Et déjà, le fait d'y arriver, c'est quand même un truc qui est sympa et qu'il faut arriver à gérer et maintenir et qui est sympa. Après, c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas dans la vie d'entreprise. Hein. C'est vrai que, alors, un gros point haut, c'est qu'on a essayé vraiment d'investir sur la partie technologie, parce que je pense que ça donnait un vrai décollage à l'aventure. Même si c'est vrai que lancer la tech, c'est sympa, mais il y a beaucoup de difficultés. On a connu beaucoup de difficultés pour recruter des bons développeurs, très chassés. Donc c'est vrai qu'on a eu cette phase un peu down où, derrière un petit peu le côté sympa la tech, on s'est rendu compte que c'est difficile aussi de faire une plateforme qui soit vraiment fonctionnelle, qui marche bien. Stabiliser l'équipe, c'est compliqué. Donc c'était un petit coup dur, avec aussi une remise en cause, parce que le mythe qu'on avait initialement de se dire qu'on va lancer une plateforme tech qui va tout faire de A à Z, en fait, ça n'a pas marché. Et on s'est rendu compte que pour que la tech, dans notre métier, en tout cas, marche bien, c'est important d'avoir aussi cet ancrage local. Et c'est que la bonne recette, effectivement, qu'on a pu trouver à ce moment-là, c'était de bien conjuguer une plateforme tech qu'on met à disposition d'entrepreneurs locaux qui, eux, vont faire ce lien local de proximité avec les candidats sur leur savoir-être et puis tout le tissu de PME locales qui est au moins tout aussi important. Donc finalement, la technologie ne remplace pas complètement l'homme et il y a une nécessité d'avoir cette alliance entre les deux. Ça n'existe pas forcément dans ce milieu-là de pouvoir se dire on met une plateforme, on laisse tourner. Non, il faut des gens derrière. C'est très compliqué, très compliqué de mon point de vue, parce que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on fait travailler beaucoup de profils, on va dire, peu qualifiés. Donc déjà, on a peu d'informations, on n'est pas sur des profils de développeurs qui ont déjà des CV de 4 pages avec tous les langages qu'ils font, et puis on met un moteur intelligent qui va comprendre les CV, comprendre ce qui se passe sur le web pour dire à la personne elle est adaptée, pas adaptée. Là, on parle d'un maçon, un grutier. Et je dis toujours à mes équipes tech, c'est pas parce que quelqu'un a marqué 4 fois maçon dans son CV que c'est un meilleur maçon que celui qui l'a marqué une seule fois avec une faute d'orthographe. Donc en fait, il faut chercher l'information complémentaire et rien ne vaut quand même les contrôles de référence réalisés auprès d'anciens employeurs, l'entretien sur lequel on peut qualifier un peu les besoins, effectivement, et puis le savoir-être d'un candidat. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et même du côté des entreprises aussi. C'est pas simplement comme on dit, une job description qui va réellement traduire le besoin réel de l'entreprise. Donc je trouve qu'il y a une énorme valeur ajoutée pour les gens qui sont sur le terrain, dans le réseau, d'aller rencontrer les entreprises pour dire bon, ok, j'ai compris que vous vouliez une assistante de direction bilingue, etc. Ok, très bien. Maintenant, renifler l'environnement de travail, comprendre dans cette job description quels sont les points qui sont vraiment importants, ceux qui le sont moins. C'est un vrai talent et je trouve vraiment intéressant que finalement cette partie-là reste humaine et restera, à mon sens, toujours très humaine, et que finalement, toutes les tâches qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée, faire le contrat de travail, assurer la paye, remonter les heures, elles soient
intégralement ou quasiment intégralement automatisé, digitalisé, de façon finalement à rendre le job plus intéressant. Donc je trouve qu'au contraire, on a beaucoup de débats en ce moment sur la crainte de l'IA générative. Est-ce que ça va venir remplacer l'homme? Ça va remplacer certaines tâches. Je trouve les tâches les moins intéressantes et ça tombe bien. On remonte dans une pente ascendante vers le lancement de la plateforme tech. Donc là, c'est l'Eldorado, la croissance. Ça marche bien, c'est sympa, etc. Et ça redescend. Ça redescend parce que la tech, c'est compliqué. Ce que je racontais effectivement, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça, effectivement, de faire de la tech tout seul. Et là, on décide de s'appuyer effectivement sur la remontée effectivement, avec des fonds extérieurs. Donc on décide d'ouvrir le capital. Ah, tu reviens Je reviens, mais là aussi de façon un peu différente. Et c'est vrai que, alors je vois une petite flèche, c'est Geoffroy et Croissance Plus, oui. Parce que j'étais vraiment mordicus à dire non, moi je veux rester chez moi, pas de fonds extérieurs, j'ai trop mal vécu cette ambiance-là. Et puis lors d'un séminaire de Croissance Plus, je partage ma chambre avec Geoffroy de Bec de Lièvre, entrepreneur qui avait fondé Marco Vasco à l'époque. Et puis il me raconte un peu ce qu'il fait, puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai fait rentrer des fonds d'investissement tout en gardant le contrôle, et ça m'a vachement aidé dans le développement de la boîte, à pouvoir investir, me développer, sans pour autant renoncer à un contrôle sur l'entreprise et sur sa destinée. Et je dis, tiens, c'est marrant, c'est pas l'image que j'en faisais. Et puis bon, il m'a fallu quelques mois pour comprendre, écouter, etc. Et je me dis, tiens, c'est que c'est intéressant, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas effectivement, lorsqu'on veut réfléchir au développement international, effectivement, lorsqu'on veut avancer un peu plus vite, accélérer, oui, bien sûr, se dire que s'appuyer sur un partenaire financier, tout en gardant le contrôle, effectivement, sur la destinée du groupe, ça peut être un truc intéressant. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer un premier fonds, effectivement, qui s'appelle Montefiore, et qui se positionnait vraiment comme étant, je reprends leur mot, un sparring partner des entrepreneurs. Donc pour préciser, un sparring partner, c'est quelqu'un qui est un entraîneur pour les joutes, effectivement. Et en français, c'est quelqu'un qui va vraiment jouer le rôle de partenaire avec qui on peut, en tant qu'entrepreneur, échanger, partager des points de vue pour savoir si les décisions qu'on prend sont bonnes ou moins bonnes. Même en tant que partie prenante, parce que finalement, un fonds n'est jamais neutre. Il n'est jamais neutre, effectivement, et c'est vrai. Maintenant, c'est qu'au moins, un fonds a des règles de jeu qui sont très claires. Son objectif pour un fonds de LBO, c'est d'assurer effectivement une rentabilité, une croissance à horizon 4-5 ans. Et là où je trouve qu'il y a peut-être une vraie différence entre les fonds de LBO et puis les fonds de venture capital, effectivement, dont on parle très souvent. Tu peux faire une petite distinction entre les deux rapidement. Rapidement. Alors, les fonds de venture capital, c'est des fonds qui investissent dans des entreprises qui ne sont pas rentables, effectivement, dans le but de faire énormément de croissance. Et la différence fondamentale, c'est que c'est des fonds qui ont une vision un peu de gestion de portefeuille. En disant que j'investis dans 100 boîtes, en mettant un petit ticket, en espérant, je caricature un peu le trait, mais qu'il y en a une d'entre elles qui deviendra le prochain Google. Oui. Et puis, c'est pas très grave s'il y en a 99 qui se plantent dans le mur violemment. Pour le fond, c'est pas très grave, mais pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui a lancé la boîte, c'est horrible. C'est le fond du gouffre. Et c'est ce que j'ai vécu, effectivement, moi, il y a 20 ans. Les fonds de LBO, c'est très différent parce que c'est des gens qui investissent uniquement dans les boîtes qui sont rentables, avec souvent un endettement, d'où le terme LBO qui est leverage buyout, donc un effet de levier par de la dette. Mais qui dit dette dit remboursement à faire auprès des banques, et ce qui nécessite d'avoir non seulement une rentabilité, et puis une génération de cash. Donc une philosophie qui est très différente, une typologie de boîte très différente, un esprit qui est très différent. Parce que autant un fonds de venture capital s'intéresse beaucoup à la valorisation de la boîte, quelle que soit la rentabilité de l'entreprise, les boîtes de LBO ne s'intéressent qu'à des boîtes qui peuvent générer de l'EBITDA, qui est un terme qui devient un peu à la mode maintenant, qui traduit la rentabilité de la société et la génération de trésorerie. Donc voilà là, un petit peu le contexte très différent. Ouais. Et c'est comme ça effectivement qu'on se lance effectivement, dans un partenaire financier qui nous accompagne effectivement dans ce contexte-là et qui a été extrêmement positif pour développer l'entreprise et donner l'ambition sur le plan international et même sur la partie tech, parce que grâce à eux, on a pu développer la partie tech de façon importante. Et dans ces niveaux-là, vous êtes, parce qu'on connaît, il y a le seed, le série A, série B, donc suivant le volume financier que vous allez chercher, sur du LBO, est-ce qu'on est dans la même terminologie ? Il n'y a plus de série. Il n'y a plus de série. Là, il n'y a plus de série. Voilà. C'est que des levées de fonds, levées de fonds. C'est pas des levées de fonds d'ailleurs, puisque c'est souvent une partie souvent de cash out, où effectivement les entrepreneurs peuvent céder une partie de leur capital en échange de récupérer la trésorerie. Et puis ensuite, il y a des typologies de fonds qui dépendent de la taille des tickets.
Donc il y a des fonds de small and mid, large cap, comme j'appelle ça effectivement. Donc c'est plus une typologie de taille d'entreprise que d'étapes dans la boîte, puisque toutes les boîtes dans lesquelles ils investissent sont des boîtes qui sont rentables et plus ou moins grandes. Donc c'est par la taille de l'entreprise. C'est la taille de l'entreprise et du ticket, effectivement, dans lequel que le fonds peut mettre, qui correspond à une typologie différente de fonds. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Donc la LBO se fait. Exactement. Mais ça redescend. Ça redescend avec alors vraiment, ce qui a été pour nous une épreuve très difficile, c'était le Covid. Bah oui. Le Covid où le marché a fait moins 50% en 3 semaines. Donc ça a été effectivement assez désastreux puisque tous les intérimaires qu'on avait en poste effectivement dans des chantiers, dans des entreprises, du jour au lendemain, ça s'arrête. Avec un vrai stress, même sur la partie trésorerie pour le coup. Parce qu'on s'est dit, tiens, nos intérimaires sont nos salariés. Donc on doit effectivement les payer tous les mois. Et puis si malheureusement mes clients arrêtent de me payer, mais combien de mois de trésorerie je dispose aujourd'hui pour payer effectivement les salaires? Donc c'était très stressant, en plus du stress je dirais général lié au contexte sanitaire. Donc tout le monde était parti à droite à gauche, qu'est-ce qui va se passer? C'est une époque effectivement qu'on a tous, je pense, vécu de façon plus ou moins positive, mais c'était quand même une période un peu difficile. Et c'est que là-dessus, c'est que c'était un vrai choc pour nous. On a dû aussi revoir aussi un peu la baisse de l'ambition, effectivement, au sein des équipes. Et puis c'était une fantastique aussi opportunité de se remobiliser. Et on a pu effectivement, d'ailleurs d'où la remontée qui a été assez rapide, c'était aussi l'occasion lorsque la tech a pu du coup vraiment décoller, ça a été l'occasion effectivement du Covid parce que les gens se sont rendus compte que on peut très bien travailler dans l'intérim, faire des contrats de travail sans avoir forcément besoin d'une présence physique. Donc je pense que justement c'était un vrai décollage effectivement pour la partie tech pour nous et on a pu aussi apprécier l'agilité du réseau de franchisés qui a pu très vite se remobiliser sur les clients qui continuent à avancer dans le domaine de la santé par exemple, dans le domaine de l'e-commerce. Donc on était très présents et c'est qu'on est revenu dès le mois de juillet effectivement au même niveau qu'on avait dans notre activité qu'on avait début mars, là où le marché en général a mis 2 ans à se redresser. Et finalement, la remontée vers une deuxième LBO, donc c'est reparti pour un tour. Exactement, c'est reparti pour un tour. Donc on est vraiment sur une montée avec des descentes, mais qui sont de moins en moins... Tu vois, ça descend, mais jamais moins que ce que tu as vécu avant. Donc c'est quand même... tu contrôles émotionnellement les descentes maintenant. Oui, c'est vrai que... c'est beaucoup moins dur aujourd'hui que ça n'était dans les premières années. Indiscutablement, ça n'a rien à voir. Parce que... peut-être aussi parce que finalement on a un cuir un peu plus épais et qu'on est capable de plus encaisser les problématiques. Aussi parce que le groupe est en jeu un peu plus gros. Aujourd'hui on fait 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que les problèmes effectivement qui peuvent survenir sont d'une nature moins dangereuse pour la pérennité du groupe que ça pouvait l'être il y a 10 ou 12 ans. Et puis surtout aussi j'ai la chance d'avoir autour de moi des collaborateurs qui sont capables aussi d'assumer effectivement, de gérer les problématiques beaucoup plus que ça n'était il y a 10 ans. Donc c'est aussi une chance de pouvoir continuer à être sur des creux qui sont un peu plus bas, je dirais, les uns après les autres, même si évidemment on continue d'en avoir. Merci infiniment Alexandre d'être venu dans Roller Coaster. Je t'invite à signer ton ticket de passage. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. Partagez, likez et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci, au revoir.